Ligne. Donc, bonjour à vous toutes et tous. Alors, on est dans notre 7e étape de conférence cette année. Donc, 7 conférences réalisées par Patrimeta au cours de l'année 2024. On a prévu déjà un programme qui va être important pour l'année 2025, puisqu'on a déjà arrêté une dizaine de dates pour l'année prochaine. Notre cycle de conférence, je le rappelle, il porte dans un modèle un petit peu spécifique, puisque un conseiller interroge des sociétés de gestion. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir comme conseiller Armelle Gadan, qui est l'associée gérante d'Evolia. Bonjour Armelle. Bonjour Euh, Pascal. et puis qui va se faire le plaisir d'interroger sur le thème du jour, qui est l'intelligence artificielle, plus que jamais une opportunité d'investissement stratégique. On a mis un petit point d'interrogation, hein, donc ça va être l'objet du débat. Et Armelle aura le plaisir d'accueillir 2 sociétés de gérantes qui sont expertes sur le sujet. Donc, on a Karen Carmandarian qui est à nos côtés, qui est le CIO et co-gérant de la stratégie Thematics AI et robotique. Bon, bien sûr, chez Thematics AM. Et puis, Guillaume Hudwiller. Alors, je le prononce à l'alsacienne, j'ai droit, ouais, parce que moi, Bon, je c'est m'appelle correct. Koenig, donc on peut. Qui est le gérant du fonds CPR Invest Artificial Intelligence chez CPR AM. Bonjour. Bonjour Guillaume. Armelle, je vous laisse la main. À vous d'animer les débats et sur un débat qui va être plus que riche cette fois-ci. J'espère puisque là on s'interroge en fait sur l'intelligence artificielle et sur l'opportunité d'investir en intelligence artificielle. Et effectivement, je pense que c'est une demande et on a vu évoluer la perception des clients sur l'intelligence artificielle au cours de ces dernières années, puisque effectivement l'appétence des clients pour la technologie et en particulier pour l'intelligence artificielle a considérablement augmenté. C'est une demande qui est croissante de la part des clients. On voit que aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche tous les secteurs. On pense tout d'abord finalement au secteur de la santé, naturellement, puisqu'on a eu des performances et des innovations remarquables dans ce domaine-là. On voit que sur le commerce, notamment le commerce électronique, on a été aidé par ces nouveautés technologiques. De la même façon, même dans nos secteurs, dans la finance, on voit l'apparition de chatbots, on voit aussi l'apparition d'intelligence artificielle pour détecter des fraudes, des choses comme ça. Donc, on a quand même une évolution où on a eu des ruptures technologiques marquées. On a la perception des clients qui finalement sceptiques au début et sont plutôt confiants en fait sur ces secteurs d'avenir, mais qui demandent en parallèle d'avoir beaucoup d'informations, des tics de sécurité. Ça reste des secteurs quand même assez particuliers. Donc on voit une appétence forte avec des préoccupations grandissantes aussi de la part des clients. En résumé, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle, ça touche tous les domaines. En fait, tous les domaines d'activité sont concernés par l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que c'est encore ou est-ce que c'est vraiment une classe d'actifs à part entière aujourd'hui? Et on voit effectivement, et ça va être vraiment le point de ma première question pour vous deux, c'est est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle parce qu'on considère l'intelligence artificielle comme une innovation de rupture qui porte sur la consommation, ou finalement est-ce qu'on est vraiment passé à s'intéresser sur cette intelligence artificielle car c'est une innovation de rupture qui porte sur la production. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Karen pour répondre à cette première interrogation. Oui, bonjour à toutes et tous et merci Armelle. Tout d'abord, peut-être effectivement revenir sur l'innovation de rupture parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, notamment quand il s'agit de percées technologiques. Et c'est un mot qui parfois est assez galvaudé. De notre côté, on observe en fait trois façons d'observer finalement cette innovation technologique, cette percée technologique en tant que telle.
Il y a tout d'abord ce qu'on appelle, nous, l'itération, c'est-à-dire finalement des produits et des services, des technologies qui sont améliorés graduellement, un petit peu Kaizen, comme les Japonais aiment le dire. Donc, c'est vraiment des améliorations à la marge qui permettent de rendre un produit, une technologie plus efficiente, plus à propos finalement. Donc avec un impact qui est moins visible, moins spectaculaire, mais qui pour autant est très durable parce qu'on améliore finalement des process graduellement et on les adapte finalement aux besoins du moment. Et ensuite, l'innovation technologique, là, c'est véritablement faire de nouvelles choses, une nouvelle technologie qui apparaît et qui permet finalement de proposer de nouveaux procédés, de nouvelles façons de faire, de nouveaux produits, de nouveaux services sur la base de cette technologie en tant que telle. Et puis, il y a l'innovation de rupture qui, elle, est vraiment une catégorie bien spécifique, qui est une innovation, mais qui a la particularité finalement de rendre les anciennes façons de faire totalement obsolètes. Donc, on change de paradigme, on utilise une nouvelle technologie, un nouvel outil, un nouveau service qui rend véritablement les anciennes façons de faire complètement obsolètes. Et donc, la question, c'est de savoir si l'IA aujourd'hui est une innovation de rupture ou pas. Est-ce que c'est véritablement important ou pas? Moi, j'ai plutôt tendance à dire oui et non. Non, en ce sens qu'on peut trouver finalement des opportunités d'investissement dans toutes ces catégories, dans les trois. On peut avoir de l'innovation durable ou en tout cas des progrès durables dans la partie itération et finalement des sociétés qui sont actives dans ce domaine-là qui peuvent fournir finalement des opportunités d'investissement assez intéressantes. De la même manière, dans l'innovation, on peut avoir des accélérations de croissance, de chiffre d'affaires, de profitabilité, sans que ce soit véritablement de l'innovation de rupture. Là où c'est intéressant de se poser la question pour l'IA, est-ce que c'est une innovation de rupture? C'est plutôt à l'inverse de se dire, est-ce que cette IA est une innovation de rupture? Parce que si c'est le cas, est-ce qu'elle va finalement venir disrupter, changer la donne de secteurs existants où on a l'habitude de faire, d'avoir des business models et des pratiques qui n'ont pas encore évolué et qui peuvent rendre des cas d'investissement, des investissements dans des sociétés à risque. Et donc, quand on est déjà exposé et que les uns et les autres, on a des portefeuilles dans tel ou tel secteur d'activité, si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions sur dans quelle mesure ces sociétés, ces secteurs peuvent être chamboulés et peuvent rendre risquer nos expositions à ce type d'activité qu'on a dans nos portefeuilles. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que j'interroge l'IA et l'IA de rupture. Ce qui est certain, alors c'est certainement de l'innovation, c'est peut-être de l'innovation de rupture, l'avenir nous le dira. Par contre, ce qui est certain, c'est, comme tu le soulignais, Armel, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que cette IA se diffuse partout. C'est une technologie à portée générique et qu'elle peut être adoptée dans différents domaines d'activité. Elle se diffuse rapidement aussi. On a finalement ces entraînements de modèles qui sont en train de se mettre en place et qui vont venir être dans la phase d'inférence bientôt et vraiment apporter une vraie valeur ajoutée dans des domaines d'activité bien spécifiques. Et c'est là où on doit se poser la question effectivement de quel est le potentiel dans tel ou tel domaine d'activité et surtout quel est le niveau de risque que cela implique pour des activités plus traditionnelles et des sociétés déjà en portefeuille qui peuvent être impactées par ces technologies si elles ne les embrassent pas elles-mêmes. Merci. Et pour toi, Guillaume, du coup, pour aller plus loin sur la question, je présume que tu partages, mais tu peux nous le dire, l'avis de Karen, mais innovation du coup sur la consommation en fait, ou innovation sur la production à proprement parler? Ah oui, moi j'ai presque envie de dire que c'est un outil majeur de gain de productivité. Et quelque part, c'est pas nouveau, hein. Encore une fois, l'IA, c'est pas une technologie qui vient d'émerger. Il y a 80 ans de recherche et de développement derrière l'IA qui a commencé en 1940. Et en fait, depuis presque une quinzaine d'années, en fait, les entreprises utilisent l'analyse de données, le machine learning, même l'IA prédictive, hein, qui est un domaine un peu plus nouveau, qui sont utilisés pour améliorer leurs process, optimiser leur chaîne d'approvisionnement, maximiser le rendement de leurs unités de production. Et ce qu'on observe quand même, c'est que la productivité a stagné depuis la fin des années 90 dans les économies modernes. Il y a plein de raisons derrière ça, mais en tout cas pour moi, l'IA va être une technologie phare pour améliorer l'efficience et l'efficacité opérationnelle des entreprises. En surcroît, ça va aussi permettre de répondre au challenge de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qu'on a dans beaucoup d'économies et de pays aujourd'hui.
et permettre donc d'accélérer l'innovation. Alors, Karen faisait référence il y a quelques secondes à l'inférence qui commence à débuter un peu au sein des entreprises, et on a déjà quelques points de données qui nous permettent d'être relativement optimistes justement sur ce ROI et cette augmentation de la productivité. On avait Microsoft notamment qui partageait que chez Vodafone, on observe 3 heures de gain de temps hebdomadaire lorsqu'on a déployé Copilot au sein de l'entreprise. Alors, c'est un nouveau contrat évidemment, mais ça paraît quand même un gain de temps important déjà. On voit chez Google que 20% du code est déjà écrit par l'intelligence artificielle en 2024. Donc là aussi, dans un domaine qui fait face à beaucoup de pénuries de main-d'œuvre, c'est une valeur ajoutée extrêmement forte. Et dans beaucoup d'entreprises à côté de ça, on voit des annonces de suppression de postes dans des services clients, de support, qui sont remplacés par notamment l'IA générative et ce nouveau cycle d'innovation qui arrive, qu'on appelle l'IA agentique. Alors ça ne fait que démarrer pour le coup, et en 2025, on verra beaucoup plus d'innovation de ce côté-là, mais ça me laisse assez optimiste pour la suite, en rappelant toujours que si on a 1,5% d'amélioration de la productivité mondiale, c'est 7 000 milliards de valeur ajoutée supplémentaires pour l'économie mondiale. Donc c'est évidemment une technologie qui va être centrale et phare, et qui pour moi est une innovation de rupture aujourd'hui. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde un peu le fonds de thématiques AM, qui s'appelle d'ailleurs IA et Robotics, ça veut dire quoi en fait sur un fonds d'IA comme le vôtre? L'IA, c'est que dans l'industriel? Alors non, Chez vous, hein? oui, c'est toute une chaîne de valeur, et c'est effectivement, et c'est très important quand on construit une stratégie pour le long terme, parce que ces stratégies thématiques sont designées pour le long terme, d'avoir une exposition multisectorielle, multigéographique aussi, et de pouvoir accompagner finalement à la fois les différentes phases du cycle économique et aussi les phases de marché. Et donc ça veut dire effectivement de pouvoir s'exposer à différents secteurs, et le thème s'y prête complètement, parce qu'effectivement ces technologies aujourd'hui sont évidemment embarqués dans, je dirais, dans des logiciels. Et donc, on parlait des chatbots, on parlait de tous ces assistants personnels ou ces technologies qui peuvent être utilisées pour faire de la simulation ou pour construire des nouvelles puces qui sont de plus en plus complexes à fabriquer. Mais c'est aussi dans le domaine industriel, dans le domaine de la logistique, de penser aux robots effectivement qui peuvent avoir des systèmes de navigation, des systèmes de perception de leur environnement, mais aussi des systèmes cognitifs qui vont leur permettre finalement d'accomplir des tâches de plus en plus complexes et de plus en plus variées de manière autonome. Donc effectivement, on a dans le domaine industriel des applications en B2B qui sont assez évidentes, mais on les voit aussi dans le domaine de la consommation. On parle de Edge AI, donc de ces technologies AI qui vont pouvoir être utilisées par les consommateurs ou les particuliers sur leurs outils personnels. De plus en plus d'assistance finalement et d'accompagnement. Donc on est véritablement sur quelque chose qui se diffuse dans tous les pans. On a parlé du médical, on peut parler de l'agriculture. Donc on est véritablement sur tous les domaines d'activité où la technologie va se diffuser. Et donc nous, on essaie finalement de capturer ces opportunités à travers différents segments, que ce soit l'automatisation industrielle, l'automatisation médicale, que ce soit aussi tout l'écosystème qui permet le développement de l'IA, évidemment, toute l'infrastructure, que ce soit les semi-conducteurs, les équipementiers de semi-conducteurs, et puis tout l'écosystème de bases de données qui sont nécessaires pour entraîner ces modèles, toute la cybersécurité qui est sur base d'IA aujourd'hui. Donc on est véritablement sur des marchés finaux assez différents, avec des facteurs de marché qui sont assez différents en termes de style, et puis sur des dynamiques qui sont aussi assez différentes. Donc différents moteurs de performance et différentes, je dirais, différentes... ils ne sont pas synchrones par rapport au marché. Donc ça nous permet évidemment de pouvoir positionner le portefeuille de la meilleure manière qui soit pour pouvoir délivrer de la performance ajustée des risques. Et chez CPR, Guillaume, de ce qu'on voit, la différenciation du fonds est faite autrement, c'est-à-dire que j'ai vu que vous aviez plutôt 3 segments d'investissement, infrastructure, facilitateur, utilisateur. C'est quoi exactement? Et ça veut dire que c'est exclusif d'autres secteurs, la santé, ou comment ça se passe chez vous? Alors,
Pas nécessairement, mais effectivement, on a fait le choix d'avoir un univers d'investissement plutôt centré autour de la technologie. Et ça représente environ 75% de notre univers d'investissement. Le but pour nous, c'était de sélectionner des valeurs qui étaient relativement pures, c'est-à-dire que pour qui l'IA va être un véritable contributeur à la croissance future et qui en plus est évidemment mesurable par le marché, parce que le marché ne valorise que ce qui est je dirais mesurable et transparent. Donc si l'entreprise n'est pas capable d'articuler quelle est la valeur ajoutée autour de l'IA, ça ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la capitalisation boursière. Donc notre univers d'investissement, lui, il va s'articuler autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'infrastructure physique de l'IA, c'est-à-dire vraiment investir à l'intérieur des data centers, dans la capacité de calcul, dans le stockage des données, et évidemment dans la connectivité au sein des data centers. Donc on retrouvera ici beaucoup de valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, hein, que ce soit côté équipementier, designer, producteur de semis. Et puis évidemment, tout ce qui va être ce qu'on appelle les hyperscalers, les grands fournisseurs de cloud public comme Amazon, Microsoft ou Google. À côté de ça, on retrouvera le second pilier qui va être lui la partie facilitateur. Là, il s'agit plutôt des entreprises qui accélèrent le déploiement et l'implémentation de nouvelles applications via leurs produits ou services. Alors, c'est une partie un peu plus obscure pour le grand public en règle générale, puisque ce sont des solutions logicielles qui s'adressent plutôt aux ingénieurs informatiques et aux développeurs. C'est ce qu'on appelle en anglais le stack technologique. C'est vraiment l'infrastructure logicielle qui permet de structurer la donnée, de monitorer la performance des applications, de protéger aussi nos données via des logiciels de cybersécurité, par exemple. Et puis on a ce dernier pilier qui lui va être la partie utilisateur. Et là c'est vraiment pour nous les précurseurs, hein, dans l'utilisation de l'IA au sein de leurs produits et services. Et on a voulu être très sélectif. Donc nous avons sélectionné que des entreprises qui ont une culture de l'innovation forte, c'est-à-dire qu'elles dépensent au moins 10% de leurs revenus au sein de la recherche et développement ou au sein en dépenses de capital. Ce sont des valeurs qui donc évidemment sont pas mal en dehors de la technologie. Et donc on va retrouver ici des utilisateurs dans le domaine médical pour chercher via l'IA de nouvelles molécules. On va retrouver des applications dans la fintech et évidemment aussi dans des applications plus industrielles comme l'automobile par exemple. À la différence peut-être de Karen, nous on a fait le choix et de Thematics de ne pas investir dans ce fonds sur la partie robotique industrielle. Mais ça c'est un choix de gestion aujourd'hui, parce que pour nous on trouvait que c'était un petit peu trop lié au cycle manufacturier chinois. Donc sur cette partie robotique, on va plutôt se concentrer sur la partie logicielle. On retrouvera peut-être bientôt des expositions dans les véhicules autonomes, par exemple, parce qu'il y a de nouvelles introductions en bourse qui sont prévues pour 2025. Mais par contre, on aura moins de cette exposition, ce qu'on appelle hardware matériel. D'accord. Alors moi, je vous sens tous les deux d'ailleurs très dithyrambiques sur le secteur de l'IA et assez passionnés par... mais je comprends, c'est de l'innovation, on a toujours envie de s'y mettre, mais moi je regarde des chiffres. Les clients aussi, c'est une des premières interrogations des clients d'ailleurs finaux quand on leur propose de l'IA. C'est mais les arbres ne montent pas au ciel, les secteurs a progressé. On voit effectivement que vous avez des jolis tracks à nous montrer. On voit du Nvidia qui dépasse toutes les valorisations et tout capitalistique depuis des années. C'est aujourd'hui, on y va encore, on n'y va plus. Est-ce que c'est pas un peu tard pour aller? Est-ce qu'on est encore dans de l'innovation? Est-ce que c'est pas un peu tard pour aller sur des fonds IA? Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre en premier. Je peux commencer, mais nous, on a vraiment le sentiment, en tout cas, que l'IA, et en particulier l'IA générative, hein, qui fête ces 2 ans avec la percée de ChatGPT et d'OpenAI, on en est vraiment qu'au début. Par rapport à ce que disait effectivement Guillaume, on a, nous, un acronyme un peu sympathique pour les amateurs de bière qui est l'IPA. Donc pour ceux qui sont amateurs de bière, ils sauront de quoi je parle, mais on est véritablement dans ce séquençage de développement où aujourd'hui on est dans des investissements massifs des hyperscalers et de tous ces acteurs qui veulent créer le cloud et le calcul haute performance dans le cloud
Et on voit les dépenses d'investissement des Meta, des Microsoft, des Amazon, etc., qui ont des croissances, des investissements qui sont assez massifs. En 2024, on est sur plus de 40 à 50% de croissance par rapport à 2023 de leurs dépenses cumulées d'investissement. Et on s'attend à ce que ça continue sur 2025, et c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, on a véritablement des flux d'investissement qui sont massifs. Tout cela pour le côté I de IPA, donc vraiment le développement et la construction de ces infrastructures pour pouvoir entraîner les modèles et pour pouvoir finalement ensuite faire de l'inférence sur ces modèles. Donc on est vraiment sur cette partie-là qui permet le P, qui est vraiment le côté plateforme. On commence à voir finalement se mettre en place des plateformes, évidemment avec les bases de données, la cybersécurité, le design des puces, etc. Donc c'est un écosystème qui commence à clairement bénéficier de tous ces investissements aussi. Hein. Ça a un effet collatéral clairement important sur cette partie-là. Et puis, dernière séquence qui commence à peine à émerger, c'est vraiment le côté applicatif, le A de IPA, où là, on est sur des entreprises qui vont intégrer finalement cette technologie, qui vont faire de l'inférence, qui vont même pouvoir entraîner avant cela ces bases de données, ces modèles sur des bases de données spécifiques à un segment d'activité dans le domaine médical, dans le domaine de la construction, dans tel ou tel domaine, et pouvoir en extraire une vraie valeur ajoutée. Et donc cela, ce développement de ces applicatifs, il va commencer véritablement en 2025. Il y a quelques sociétés qui sont un peu précurseurs, mais on va certainement voir cela se développer et augmenter en termes de nouveaux acteurs en 2025, 2026 et au-delà. Donc d'un point de vue, je dirais, séquençage de développement, on n'est qu'au début. De la même manière, on pense qu'effectivement, d'un point de vue investissement, on est sur des investissements qui ne font que commencer et il n'y a pas de véritable souhait de décélérer. Il y a des questions autour des retours sur investissement, mais au-delà de ça, des acteurs nous disent clairement c'est plus risqué finalement d'arrêter ces investissements aujourd'hui que de les continuer parce que rater un virage technologique, c'est mettre en péril finalement un business model et son avenir. Et donc là, on est encore sur finalement une tendance dont on peut profiter en termes d'investissement. Et quand on parle de timing, ce qui nous paraît important dans une technologie comme cela, c'est un acronyme, enfin c'est une phrase en anglais, mais ce qui est important, c'est time in the market plutôt que timing the market. Donc vraiment, ce qui est important quand on s'expose à cette thématique, c'est de se dire, on y rentre progressivement, on fait des investissements de manière étalée, mais l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible pour capturer finalement cette tendance lourde, plutôt que d'essayer de faire de l'allocation tactique et de rentrer et de sortir. Et quand on parle de NVIDIA, qui est effectivement un petit peu la valeur emblématique de la thématique qui a très bien performé. Quand on regarde les valorisations, malgré ce parcours boursier, aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont relativement raisonnables parce que, évidemment, la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de la profitabilité a été telle que les multiples de valorisation sont aujourd'hui plus intéressants qu'ils ne l'étaient avant que, finalement, NVIDIA commence à rallier en bourse. Aujourd'hui, pour l'année 2026, qui se termine en janvier 2026, on est sur un PE d'à peu près 30 fois. On est sur une valeur d'entreprise rapportée à l'excédent brut d'exploitation qui est de l'ordre de un peu moins de 25 fois, ce qui paraît très raisonnable au regard aussi finalement de la croissance bénéficiaire que l'on attend sur 2025 avec une véritable visibilité finalement sur le business puisque vraiment les carnets de commandes sont pleins et que tout le monde se rue pour essayer d'acheter leur puce graphique de dernière génération. Donc, moi, je relativise un petit peu cet emballement parce que c'est vrai que les valorisations ne sont pas complètement délirantes. Il faut évidemment être discriminant et sélectif quand on regarde des valeurs, mais on n'est qu'au début et il y a encore beaucoup de potentiel. Donc, je vois Guillaume hocher la tête, donc je vais préjuger de la réponse. Mais du coup, c'est pas grave, on fait 200% cette année et on refait 200% les années qui suivent, Guillaume. Ouais, en fait, ce qui moi me rassure énormément et du coup je vais abonder un peu dans le sens de Karen, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'euphorie dans les marchés et pas d'exubérance. Pas d'euphorie, dans les valorisations, que ce soit chez Nvidia ou même d'autres acteurs dans la chaîne de valeur. Finalement, ça se traite à peu près en ligne avec les multiples historiques. On n'est pas sur des primes très significatives par rapport aux 5 dernières années. Et il n'y a pas non plus d'exubérance dans, je dirais, les estimations
du consensus pour les années futures. On n'est pas dans une année où on trace une ligne droite, dans un marché où on trace des lignes droites sur la croissance future comme on a connu en 2001 sur Cisco. C'est un environnement qui est complètement différent. Aujourd'hui, Nvidia, évidemment figure emblématique de l'IA, faisait 6 milliards de revenus sur la partie data center en 2020, en fait 110 milliards en 2024. Donc on est sur un marché adressable qui s'est démultiplié. Et donc évidemment, Nvidia a été le premier bénéficiaire de cette nouvelle tendance. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, il y a deux choses qui arrivent. Évidemment, il y a l'émergence de l'IA qui, lui, est un nouveau cycle technologique. Mais en plus de ça, j'allais dire IA ou pas IA, de toute façon, il fallait moderniser les data centers. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à la fin de la loi de Moore, à savoir que la performance des semi-conducteurs et donc des transistors ne double pas tous les 2 ans. On arrive difficilement, je dirais, à tirer 20% d'efficacité supplémentaire sur les semis aujourd'hui. La partie, j'entends CPU, les microprocesseurs. Et donc, quelque part, l'investissement supplémentaire qu'on a eu dans la partie data center et donc les résultats de Nvidia, c'est aussi simplement parce qu'il fallait moderniser cette architecture qui devient petit à petit obsolète. Sur la question de est-ce qu'après 180%, on continue d'investir, je pense que Nvidia, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Derrière Nvidia, il y a énormément de nouvelles opportunités qui sont en train de se créer, de nouveaux marchés adressables. Typiquement, tout ce qu'on appelle le custom silicon, hein, donc un peu les alternatives à Nvidia pour les hyperscalers qui créent des puces pour des applications spécifiques via des acteurs comme Broadcom ou comme Marvell. Eux vont pour le coup bénéficier aussi de l'émergence d'un nouveau marché qui alors aujourd'hui est sizé entre 60 et 90 milliards par Broadcom, qui vient de remonter ses estimations de croissance jusqu'à 2028 la semaine dernière. Et donc même sur des capitalisations de marché qui aujourd'hui font plusieurs centaines de milliards de dollars, on peut avoir des surprises très positives, ce qui était le cas de Broadcom la semaine dernière, qui a pris 25% en bourse jeudi. Donc derrière Nvidia, encore une fois, plein d'opportunités qu'on va essayer de capturer, notamment à travers nos différents fonds, que ce soit Karen ou moi. Mais moi, je suis assez rassuré, évidemment, par ce manque d'exubérance et d'euphorie dans le marché. Mais du coup, alors j'entends ce que vous me dites, c'est assez marrant parce que j'entends plus 40% de dépenses d'investissement, Meta, Amazon, Google, Broadcom, Marvel. Et là-dedans, il n'y a pas d'Européens. Vos fonds, c'est des fonds États-Unis 100%. Comment ça, enfin, vous trouvez pas de pépites en Europe? J'allais dire chez nous, mais on peut pas dire ça. Mais il y a, c'est quoi? Du coup, vous êtes ultra exposé aux États-Unis. Alors oui, c'est effectivement le cas. Notre portefeuille est quand même très orienté Amérique du Nord de manière générale, et on a à peu près entre 65 et 70% du portefeuille aux États-Unis. C'est là où effectivement on a le plus de valeurs technologiques qui sont cotées. On a même parfois des acteurs qui sont plutôt des acteurs venant d'autres régions et d'autres pays qui décident d'être cotés aux États-Unis pour des questions de profondeur de marché, d'accès à des financements et à de la liquidité. Donc c'est là où ça se passe effectivement pour la plupart des cas. Ceci étant, sur un fonds IA et robotique, on a un petit peu plus de valeur probablement sur le côté industriel, le côté robotique et automatisation dans notre fonds qu'un fonds pur IA. En Europe, on a quelques acteurs qui sont dans ce domaine-là. Je pense notamment à des gens comme Siemens ou ABB, qui sont plutôt des acteurs industriels d'automatisation et de robotisation. On a quand même quelques acteurs dans la partie semi-conducteurs. Notamment en Hollande avec des acteurs comme ASML International ou BE Semiconductor par exemple. On peut avoir aussi quelques acteurs, je dirais, dans la partie simulation, un acteur comme Dassault Systèmes en France par exemple, qui fait de la simulation, ou un Hexagone en Scandinavie. Mais c'est vrai que je dirais le gisement et la profondeur de marché en Europe en termes d'opportunités est quand même moindre, toutes choses égales par ailleurs, que ce qu'on peut trouver aux États-Unis pour une thématique comme celle-là.
Pareil, De l'autre côté, Guillaume, on va avoir par contre sur cette partie aussi automatisation industrielle, l'Asie qui va être un petit peu plus présente et pour rejoindre le point de Guillaume, notamment pour le développement de la robotisation qui est à marche forcée en Chine, qui est notamment adressée par des acteurs japonais par exemple, qui sont des acteurs industriels de robotique qui vont servir le marché chinois en particulier. Et Guillaume, pareil, alors, full États-Unis. Oui, de la même façon, notre portefeuille aujourd'hui est plutôt une dominante US à 85%, hein, donc c'est vraiment le marché, je dirais prédominant au sein d'une thématique comme l'IA aujourd'hui, et c'est pas surprenant au vu de l'écosystème de financement qui existe aux États-Unis. Cette année, les investissements en AI et en machine learning aux US devraient atteindre à peu près 100 milliards de dollars, hein, donc c'est très très largement au-dessus de ce qu'on peut espérer avoir en Europe, et donc ça crée évidemment un gisement d'opportunités futures pour nos fonds. Donc je crois que de ce côté-là, il y a un peu un exceptionnalisme américain qui profite évidemment à l'IA. À côté de ça, évidemment, il y a des opportunités pour nous, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Asie, que ce soit en Corée ou à Taïwan, où évidemment une grosse partie de la supply chain des semi-conducteurs se trouve, que ce soit pour la production, hein, notamment la partie les fondeurs comme Taiwan Semiconductor, mais également au Japon, avec des sociétés d'équipementiers semi-conducteurs comme Tokyo Electron ou Advantest. Évidemment, les Coréens sont leaders sur la mémoire et ce qu'on appelle notamment la HBM, High Bandwidth Memory. Donc ça, c'est notamment toute la mémoire vive qu'on utilise pour les puces et les GPU NVIDIA. Et donc, en règle générale, on va retrouver 85% US, une petite dizaine de pourcents côté Asie, et puis le reste en Europe, donc qui évidemment sera plus une diversification au sein de nos fonds, et on retrouvera des acteurs comme SAP par exemple, ou dans les semi-conducteurs ASM et ASML qui ont déjà été cités par Karen. Du coup, on vous écoute parler on voit que le fonds en fait, de Karen a reçu le label ISR. C'est un peu particulier finalement pour un fonds tech, enfin pour un fonds IA d'avoir un label ISR. Comment vous gérez cette partie-là? Alors tout d'abord, effectivement, nous, Thematics existe depuis à peu près 6 ans et dès le départ, on a pris le parti d'être, on va dire, un peu ESG native, donc c'est-à-dire d'intégrer l'ESG à travers le processus d'investissement. Et en particulier, ce que l'on a fait au niveau de l'univers d'investissement, donc quand on identifie des valeurs qui sont exposées à l'IA ou à la robotique et qui pourraient prétendre à être inclus dans notre portefeuille, c'est d'exclure toutes les activités militaires de l'univers. Donc tous ces acteurs qui peuvent utiliser l'IA ou des solutions robotisées, pensez à des drones ou des choses comme cela, qui utilisent ces technologies ou ces savoir-faire pour des applications militaires ne font pas partie de l'univers d'investissement. Donc on retraite cet univers pour vraiment se focaliser que sur les applications civiles qui peuvent être faites. Donc déjà, on filtre un peu cet univers et on intègre évidemment les considérations ESG quand on sélectionne une valeur et quand on calibre une position aussi par rapport à ces risques ESG. Le risque, le label ISR en tant que tel n'est pas un indicateur finalement uniquement de considérations environnementales spécifiquement. Il y a quand même un objectif au niveau social, une dimension sociale en tout cas dans ce label, qui peut être aussi visée par les acteurs de l'IA et de la robotique, notamment en ce qui concerne tout ce qui a trait finalement à la protection des données, aux données privées, au respect finalement de la vie privée, etc., etc. Donc on a ce label ISR qui nous a été donné, il est relatif à notre univers d'investissement et donc on fait un véritable effort justement entre le filtrage et puis la sélection des valeurs pour avoir un portefeuille qui soit bien mieux disant que notre univers d'investissement. En revanche, quand on parle aussi de label ISR, les gens ont toujours aussi tendance à faire le raccourci avec la classification SFDR entre article 8 et article 9. Autant un produit article 9 a une démarche volontariste pour atteindre des objectifs spécifiques et donc c'est dans ce cadre-là que la sélection se fait dans le portefeuille. Un article 8, lui, peut avoir des objectifs qui sont atteints en termes de durabilité, mais ce n'est pas son objectif premier et ce n'est pas ce qu'il souhaite atteindre en tant que tel
ex ante. Bien sûr. Et c'est le cas du produit que nous gérons, qui est article 8. Et qui a ses bénéfices à la fois en termes social ou environnemental, puisqu'on peut aussi avoir des technologies qui peuvent aider en termes de réduction des émissions de CO2 et de consommation. On n'a pas cet objectif, par contre, article 9, d'atteindre des objectifs prédéterminés. Et du côté de CPR, parce que tout à l'heure on parlait Vodafone, c'est tant de personnes en moins parce qu'il y a Google, 20% du codage. L'aspect, vous cherchez en fait des entreprises qui débauchent pas ou qui débauchent plus pour investir. Vous avez des critères? Non, on n'aura pas de critères sur la partie sociale, proprement parler, hein, plutôt sur la protection des données, mais pas nécessairement sur la protection, je dirais, de l'emploi en lui-même. Là aussi, je pense que on cherche à automatiser, je dirais, plutôt des valeurs, enfin des emplois à faible valeur ajoutée. Donc c'est pas nécessairement ces emplois-là qu'on va chercher à protéger au sein de la société, à mon avis. Je pense, et on verra de toute façon, comme à chaque transition technologique, de nouveaux métiers émerger avec l'IA. Donc pour nous, c'est pas nécessairement un critère extra-financier qu'on va aller regarder. De toute façon, en règle générale, sur notre fonds chez CPR, on a une communication vraiment minimale sur l'ESG. On est article 8 évidemment aujourd'hui, mais on a calibré, je dirais, l'ESG en phase avec les attentes de nos clients qui étaient plus ici sur des expositions aux valeurs américaines, technologiques, plutôt axées sur la recherche de performance, on va dire. Et donc on a, je dirais, minimaliser un petit peu les contraintes ESG qu'on pouvait avoir sur ce produit. Évidemment, on applique des exclusions normatives sur l'armement et autres, mais en revanche, on ne va pas exclure des valeurs pour des problématiques d'environnement, de gouvernance ou sociale à proprement parler. Évidemment, les sujets de controverse sont pris en compte dans nos cas d'investissement, puisque ça peut avoir un impact direct sur le multiple de valorisation ou sur l'emploi, exactement, ou sur les bénéfices par action en cas d'amende, record, ou en cas, par exemple, d'obligation de splitter des entreprises, comme ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment autour de Google. Donc c'est des choses qu'on prend en compte dans nos cas d'investissement et dans nos valos, mais par contre, on n'aura pas d'exclusion obligatoire, sauf normatif. On voit dans tous les sujets qu'on vient d'évoquer, finalement, que oui, on peut dire que c'est une innovation de rupture, oui, il y a des nouvelles technologies, oui, on est beaucoup plus aux États-Unis que dans le reste du monde par nature, puisque le marché y est plus important. Aujourd'hui, en fait, dans votre univers investissement, dans les sociétés que vous citez, pour des technologies qui sont au démarrage et un investissement dans des technologies qui sont au démarrage de leur croissance, finalement, sans parler de private equity, mais finalement, on pourrait se dire que vous vous privez justement des petites pépites ou du non-coté. Est-ce que ça, c'est appréhendé? Comment c'est appréhendé par vos fonds? Par une perte de valeur ajoutée possible? C'est un autre métier? C'est quoi? Alors pour ce qui nous concerne, on a justement par rapport à cette problématique-là, on a pris le parti dès le départ de gérer la capacité du fonds en conséquence. C'est-à-dire qu'on a voulu dès le départ se dire on veut être en capacité à tout moment de pouvoir s'exposer à des valeurs de moyenne capitalisation et petite capitalisation, donc avec les contraintes de liquidité que ça impose évidemment pour ce type de valeurs-là. Et donc on a calibré finalement la capacité maximale du fonds en conséquence, en se disant on ne peut pas dépasser telle ou telle taille de fonds en fonction des stratégies thématiques. Donc pour le cas de AI en robotics, on parle d'à peu près 3,5 milliards à 4 milliards grand maximum, pour pouvoir être en position justement de s'exposer à ces small mid-cap, où on a finalement développé une expertise sur la thématique, sur les valeurs technologiques, et on a identifié des sociétés qui nous paraissent être des pépites de demain, et ça aurait été dommage de finalement s'en priver et de ne pas les intégrer au portefeuille pour délivrer de la performance et de capitaliser sur cette performance pour les clients sur le moyen terme. Et donc, on a pris en compte cet élément-là dans ce calcul de capacité. Donc, ce qui caractérise un petit peu notre produit par rapport à certains fonds de la place, c'est justement cette proportion de moyenne et petite capitalisation dans le portefeuille. On est à peu près à 20% du portefeuille aujourd'hui dans ce type de valeur-là chez Thematics. Où on a finalement des fondamentaux qui nous intéressent, on a des perspectives assez prometteuses et des valorisations qui nous paraissent intéressantes.
On a souvent parfois effectivement le retour de certains clients qui nous disent: «Bah, vous avez cette expertise-là dans le domaine coté, pourquoi vous n'allez pas justement sur le domaine non coté, aller un petit peu plus en amont dans la chaîne de valeur et essayer de capturer bah, ce potentiel, finalement, boursier, ou en tout cas d'investissement, plus haut avant que ces sociétés ne soient cotées». On trouve que, ça a une certaine pertinence, mais c'est 2 métiers différents de notre point de vue. Quand on va sur le domaine, non coté, c'est, un travail beaucoup plus approfondi, c'est généralement une implication dans les décisions stratégiques de la société, c'est un portefeuille beaucoup plus concentré, donc on est sur une proposition pour un client qui est, relativement différente en termes de liquidité évidemment. D'un côté, vous avez une VL quotidienne, de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins liquide. En termes de risque, en termes de concentration de portefeuille, c'est, une autre expertise de notre point de vue. Ceci étant, ce que nous, on fait en tout cas, c'est, plutôt de se dire: on a une watchlist de sociétés, qui sont non cotées, qui prévoient de venir sur la cote, de les surveiller, de regarder un petit peu comment elles se développent, de comprendre leur technologie et en quoi elles peuvent apporter quelque chose de nouveau et de se dire, bah, le jour où elles viennent sur le marché, qu'on puisse en profiter. Et puis surtout, bah, c'est aussi de voir un petit peu en quoi, finalement, on a des risques dans nos portefeuilles, sur nos positions venant de sociétés non cotées. Ce qui est certain, c'est que dans ce domaine de l'IA, aux États-Unis notamment, on voit beaucoup d'argent affluer dans ce domaine-là, hein. Quand il y a une technologie intéressante ou une société qui se crée, le financement n'est pas un problème aujourd'hui. Les tours de financement se font de manière assez facile. Ce qui nous pose un petit peu problème quand même, on n'y est pas exposé, mais je pense que c'est quelque chose que les clients doivent avoir en tête, c'est que les multiples de valorisation sur lesquels se font ces tours de financement sont parfois très agressifs et que, quelque part, il peut y avoir des déceptions avec, des niveaux de risque évidemment et des incertitudes sur, le succès futur. C'est des sociétés non profitables, encore, évidemment, Ouais. non matures. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Et pour le moment, nous, on préfère rester sur ce domaine coté avec des sociétés quand même qui sont relativement bien établies, où on a de la visibilité à la fois sur leur business model et sur la technologie proposée. OK. Et chez CPR, de la même façon, c'est un secteur, différencié, enfin, que vous excluez, en fait? Bah, par la nature de notre fonds aujourd'hui, on ne peut pas s'exposer directement à travers au non coté. Évidemment, pour moi, ça me paraît 2 propositions de valeur qui sont très intéressantes au sein d'une allocation. Avoir une exposition plutôt, venture capital versus, marché coté, mais encore une fois, c'est pas le même niveau de risque, hein, C'est ça. ce que disait Karen. Ensuite, nous, évidemment, on regarde énormément ce qui se passe en non coté parce que ça a un impact direct sur le coté, hein, notamment parce il peut y avoir l'émergence de nouveaux acteurs, de disrupteurs, qui, s'attaquent à ce qu'on appelle au down market, donc aux acteurs qui sont peut-être les moins bien servis et qui ensuite, vont bouger, vers, les petites et moyennes entreprises, puis vers les grandes entreprises. Donc évidemment qu'on monitore ce qui se passe et particulièrement dans l'IA où tout va très vite en ce moment et je le mentionnais, 100 milliards d'investissements en venture capital aux États-Unis, ça crée des opportunités massives, mais ça crée aussi des risques pour les entreprises qui sont, cotées, qui sont peut-être un peu plus matures, sur leur marché. Donc, et puis évidemment, on s'attend à ce que, le marché des introductions en bourse redémarre enfin en 2025, après quand même presque 3 années, un peu de sécheresse. On a eu très peu de choses, on pensait que ça allait redémarrer notamment avec Arm, ça n'a pas été le cas, pourtant qui avait quand même été une très grosse IPO qui a été en plus, très performante, après son introduction. Donc ça, c'est évidemment, voilà, un facteur qui sera positif, j'espère, pour 2025 et pour l'environnement global, des marchés. Mais voilà, pas d'investissement dans le non coté. Évidemment, il y a des nouvelles structures qui sont en train de se monter aujourd'hui, qui commencent à être agréées par l'AMF, hein, notamment les ELTIF, qui là vont permettre probablement de combiner, des actifs, non cotés avec des actifs cotés, mais dans des enveloppes, plutôt, Limitées, patrimoniales ouais. et long terme. Mais ça, ce ne sera pas aujourd'hui, la philosophie du fonds, chez CPR. Oui, alors je rebondis sur ce que vous disiez, sur le marché boursier, on s'attend à ce que ça redémarre. Alors, même si vous êtes très confiant sur, le secteur, IA, hem et sans faire non plus de la globale macro, 2025, on a, des États-Unis qui changent, on a, éventuellement des barrières douanières. C'est
et vos fonds, ils sont particulièrement exposés à ce marché-là. Donc, est-ce que ça reste 2025 une année favorable selon vous à l'IA? Peut-être Karen et puis un petit peu parce que je crois qu'on déborde. D'accord, moi je vais faire très vite. Oui, on est quand même relativement constructif et optimiste sur 2025 en ce sens que, d'une part, quand on regarde le changement de régime politique aux États-Unis, on ne s'attend pas à ce que ça ait un impact négatif particulier. Les restrictions d'exportation de technologies américaines vers la Chine, on a eu toute une série de mesures à différentes reprises et on est un petit peu au bout je dirais, de cette initiative-là. Donc, on ne devrait pas avoir un incrément de mauvaises nouvelles enfin, en tout cas significatif sur 2025. Donc, c'est déjà intégré par le marché et donc on ne pense pas que ça puisse impacter particulièrement les valeurs qui nous concernent. De l'autre côté, on pense qu'effectivement l'initiative plutôt à favoriser l'économie américaine devrait profiter à certaines valeurs qui sont plutôt orientées sur l'activité domestique américaine. Je pense à des acteurs de robotique américains spécifiques qui ont une activité domestique assez forte qu'on peut avoir en portefeuille. Certaines small mid-cap qui sont vraiment des pure play US et qui vont profiter pleinement et peut-être dans une plus grande mesure que les large cap de certaines mesures qu'on attend de l'administration Trump une fois au pouvoir. Donc on est plutôt dans un scénario spécifique, je dirais, à ces valeurs-là sur 2025 sur la partie américaine qui devrait être plutôt positive. Ensuite, quand on regarde un petit peu les valorisations et quand on regarde notre portefeuille, on estime que les valorisations ne sont pas complètement déraisonnables. On est sur notre portefeuille à peu près à 30 fois le PE et à 22 fois valeur d'entreprise sur résultat brut d'exploitation. Pour une croissance attendue sur les 12 prochains mois du chiffre d'affaires de l'ordre de 12% et de 16% au niveau des bénéfices par action. Quand on regarde historiquement, on a toujours été plus cher que le marché, hein, évidemment, puisque c'est des valeurs technologiques à forte croissance. Ça, il n'y a pas de surprise. Quand on regarde par rapport à notre historique de valorisation depuis qu'on a lancé le fonds il y a 6 ans, on est plus ou moins à la moyenne historique. Donc, on n'est pas sur des valorisations qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a pu connaître par le passé. On est même parfois beaucoup plus raisonnable qu'on a pu l'être à certains pics, notamment autour de 2020. Donc, ça ne pose pas plus de questions que cela. Et pour nous, clairement, ce qui va se jouer sur 2025, c'est de rester sélectif et de véritablement s'assurer que les valeurs qu'on met en portefeuille ont un vrai savoir-faire, des barrières à l'entrée, des brevets, une R&D spécifique et des technologies particulières qui leur permettent d'avoir de la visibilité et qui nous donnent le confort finalement de payer les multiples que l'on paye pour ce type de valeur. Donc plutôt constructif et pragmatique et toujours prêt je dirais, à ajuster le portefeuille si nécessaire en fonction des développements qu'on pourra avoir. De notre côté, évidemment, on reste constructif également. Je pense qu'aujourd'hui, on voit la montée de l'inférence et donc des cas d'usage et des ROI associés au sein des entreprises. Et donc ça c'est plutôt, je dirais, porteur pour les investissements en 2025 qui vont continuer d'être relativement élevés. Ce qu'on voit quand même dernièrement, c'est un rebond des dépenses informatiques au sein des entreprises, dans un climat économique qui s'améliore et dans un climat d'incertitude qui baisse. Donc c'est quand même extrêmement positif là aussi pour les États-Unis en 2025. On voit qu'après 2 ans quand même je dirais d'incertitude autour de l'inflation, de la situation économique, des politiques des banques centrales, on est dans un environnement qui est normalisé, enfin, et qui va permettre aux entreprises d'avoir davantage de visibilité. Et donc ça, c'est très positif globalement pour beaucoup d'entreprises, notamment sur la partie application, donc la partie logicielle, où on pense qu'il peut y avoir véritablement un cas d'investissement autour de la réaccélération d'un grand nombre de ces sociétés, donc de réaccélération de la croissance, j'entends. À côté de ça, on a évidemment en plus cette espèce de rebond, d'optimisme des petites et moyennes entreprises aux États-Unis. On a eu un chiffre la semaine dernière qui a bondi de 8 points quand même, hein, sur une échelle de 100. Hein, depuis les élections de Trump, et évidemment c'est en lien avec la déréglementation et que ce soit un véritable businessman, et voilà, ça influe un petit peu d'énergie au sein de l'économie américaine, mais donc ça évidemment ça va être aussi un vecteur d'opportunité pour nous, puisque beaucoup d'entreprises aussi vendent leurs solutions chez des petites et moyennes entreprises, qui elles vont pouvoir de nouveau investir
pour croître. Donc plutôt positif. Il faut rester sélectif évidemment au sein des valeurs. On voit que dans certains segments, ça peut rester compliqué, notamment les équipementiers semi-conducteurs. On voit que les dépenses de capital pour le moment sont plutôt en croissance négative attendue pour l'année prochaine. Donc on a quand même une baisse assez significative des estimations sur ce segment-là. Et donc il faut privilégier des segments où on peut avoir voilà, une réaccélération de la croissance. Évidemment, le point phare qu'on va regarder, c'est la monétisation de l'IA, que ce soit dans des grands groupes comme Salesforce, évidemment, qui d'ailleurs aujourd'hui ou demain va parler de son nouveau produit Agentforce 2.0. Et donc là aussi, si ce sont des nouveaux produits qui peuvent contribuer à 2, 3, 4 points peut-être d'accélération à la croissance des revenus pour 2025, eh bien, ça peut créer un potentiel de hausse important sur beaucoup de ces sociétés. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour ces interventions. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, même on garde des allocations corps un peu plus génériques, mais effectivement, on retrouve comme classe d'actifs à part entière aujourd'hui l'intelligence artificielle qui a, à mon sens, toute sa place dans une allocation d'actifs dans la même mesure que la répartition ou l'allocation sectorielle qu'on peut faire, parce que ça reste quand même des fonds qui sont assez volatiles, on va dire. Donc, ça reste, en tout cas, aujourd'hui, il est vrai que c'est une classe d'actifs à part entière. Je vais peut-être relaisser la main à Pascal pour qu'il nous exprime, qu'il nous dise comment trouver sur Patrimeta les propositions que vous faites et le détail de vos fonds. Puisqu'il est plus à même que moi d'expliquer à tout le monde où trouver les divers documents et les diverses sociétés de gestion présentes sur la plateforme. Merci en tout cas pour ce débat. Je pense qu'on a été très clair. On va regarder un petit peu les questions que l'on a par la suite. Je vais essayer de les synthétiser pour que ça soit le plus rapide possible parce qu'on soit pas trop au-delà du temps. Juste pour vous montrer un petit peu sur Patrimeta, lorsque vous cherchez une thématique, et c'est ça un des points forts de la plateforme. Donc je pense que vous découvrez mon écran maintenant. Armelle, tu me dis ça, ok? Oui. Vous avez une petite touche. Voilà, vous avez une petite touche, le concierge que tout le monde connaît maintenant, qui vous permet de trouver très rapidement vos thématiques. On appuie où c'est écrit, c'est-à-dire selon les grandes thématiques. Et puis en thématique, vous allez dire, ah bah tiens, il y a une section intelligence artificielle. J'appuie sur les résultats et puis je vais voir apparaître effectivement les deux fonds dont on a évoqué tout à l'heure. Je vais sur le premier sur CPR, par exemple. Donc, je vais avoir une présentation rapide du produit. J'ai même droit à une petite vidéo qui s'affiche et qui démarre. Et puis, si je veux aller encore plus loin, sur Thématiques, effectivement, je vais avoir aussi cette présentation. Mais je peux aussi aller directement sur le stand. Et sur le stand, effectivement, je vais retrouver un certain nombre de documents de présentation et même les vidéos qui y sont associées pour présenter effectivement le produit. Et lorsque je reviens sur CPR, pour faire court, bien évidemment, effectivement, aujourd'hui, l'IA est le produit clé des équipes de CPR, puisque c'est un produit nouveau, et vous pouvez cliquer sur l'écran central et vous allez retrouver le produit avec les vidéos. Voilà très rapidement comment on peut trouver des thématiques sur Patrimeta. Et encore une fois, l'avantage de Patrimeta, c'est si la partie écrite, rédigée, filmée n'est pas suffisante, vous pouvez toujours soit joindre l'équipe commerciale de façon classique, d'une façon textuelle, mais aussi d'une façon conversationnelle s'ils sont présents sur le stand. Alors, on va regarder les petites questions qui nous sont proposées, en tout cas qui sont demandées pour profiter des derniers instants. Alors, je vais essayer de résumer ça à 2 questions. Alors, j'ai une première question sur l'investissement en R&D et à savoir si c'est un des critères clés dans la sélection des valeurs au sein de vos portefeuilles. Alors, je ne sais pas si Guillaume ou Karen, vous voulez vous livrer à proposer une réponse?
Peut-être je vais commencer pour celle-là. Nous, dans notre philosophie d'investissement, pour sélectionner notamment les utilisateurs, on applique ce filtre d'intensité technologique qui va venir justement regarder les dépenses en R&D et les dépenses en capital des entreprises pour justement sélectionner les entreprises qui ont une culture de l'innovation. Dans le passé, il y a beaucoup d'études académiques qui montrent quand même que, en règle générale, le niveau de R&D est quand même en lien avec la performance opérationnelle, l'efficience d'une entreprise et sa capacité ensuite à innover. Donc ça, évidemment, que c'est un facteur qu'on regarde. Dans les semi-conducteurs, typiquement, qui est là pour le coup à l'extérieur des utilisateurs, la R&D est souvent véritablement un vecteur d'innovation pour rester dominant sur sa technologie. Un exemple très concret dans ce domaine-là, c'est Broadcom, qui dépense plus en connectivité, enfin en recherche sur la connectivité, que l'ensemble des acteurs dans le domaine. Et il reste évidemment, je dirais, le numéro 1 sur cette technologie. Ensuite, ça ne veut pas dire que parce qu'on dépense beaucoup en R&D, on va réussir dans le futur non plus. On a des exemples très concrets de disruption dans le passé, où des petits acteurs ont émergé avec des petits montants de recherche et développement. Meta, on peut citer Tesla, par exemple, qui avait un budget très largement inférieur à l'ensemble de la sphère automobile lorsqu'ils ont commencé à émerger dans les années 2010, et qui ont pour le coup disrupté entièrement et créé un nouveau marché, celui du véhicule électrique. La même chose sur Apple avec l'émergence de l'iPhone, n'était pas un grand acteur de la télécommunication à l'époque. Donc là aussi, dans la disruption, parfois des petits acteurs et je dirais des gros budgets de R&D ne sont pas nécessairement signe et gage d'une performance future. L'exemple concret, c'est aussi Intel, qui a complètement loupé, malgré des investissements colossaux, son virage technologique et aujourd'hui n'arrive toujours pas à rattraper le retard qu'ils ont par rapport à d'autres acteurs, que ce soit en partie fondeur avec Intel ou dans la partie vraiment design face à Nvidia ou à AMD. Ouais, moi, de mon côté, je peux qu'abonder dans ce sens-là. C'est généralement effectivement un poste que l'on regarde aussi, évidemment, parce que c'est une condition généralement nécessaire pour le succès ou pour maintenir des positions existantes ou pour venir finalement attaquer des positions existantes de grands acteurs. C'est pas forcément une condition suffisante pour le coup. Ça dépend évidemment de la qualité d'exécution, ça dépend où sont faites ces dépenses de R&D et finalement est-ce que ça aboutit à des brevets, à des barrières à l'entrée, à la capacité à protéger un marché, à pouvoir monétiser et à marger sur des produits et des technologies propres. Donc ça, c'est un des critères et c'est pas le seul, évidemment. La R&D est un élément important dans la technologie, mais la qualité d'exécution, la vision stratégique, on parlait d'Intel, effectivement, qui a certainement raté le virage ou qui a décidé de ne pas choisir entre le côté fonderie ou le côté faiblesse où ils ne font que concevoir les puces mais ils ne les fabriquent pas eux-mêmes. L'intensité capitalistique a augmenté et puis finalement ils n'ont rien fait de bien ni dans l'un ni dans l'autre à force de ne pas vouloir choisir. Et pourtant, ils y ont consacré des sommes très très importantes. Donc cette qualité d'exécution du management, la vision stratégique et finalement les priorités qui sont déterminées pour ces dépenses vont compter de manière aussi importante finalement que les montants dédiés à la R&D en tant que telle. Merci Karen, merci Guillaume pour ces explications. Alors moi j'ai juste une dernière question qui est présentée un peu sous forme de joke. Donc on était sur les GAFAM avec 5 valeurs, après on est passé aux 7 magnifiques. Aujourd'hui on est sur les 8 avec Batman, donc avec l'ajout de Broadcom. C'est quoi la valeur future qu'il faut suivre absolument? En 10 secondes, hein. Guillaume? Non, effectivement, nous, dans le fond, aujourd'hui, Broadcom, c'était une grosse position, notamment, c'était la deuxième plus grosse position et une des plus grosses surpondérations de notre fonds en pari actif. Donc, évidemment, on a profité de la hausse récente. Non, je pense que Marvell, pour le coup, dans un peu le même domaine des semi-conducteurs, ce qu'on appelle les ASIC, Application Specific Integrated Circuit, donc vraiment des puces spécialisées pour les hyperscalers. Ça reste un domaine sur lequel il y a un potentiel de hausse qui me paraît important, puisque la croissance va continuer à accélérer sur ces prochaines années. On a un nombre limité de clients,
évidemment sur ce segment-là, puisqu'il faut pouvoir designer des puces pour un usage spécifique. Donc, il n'y a que les hyperscalers, donc il y a 7 ou 8 grands acteurs dans le monde. Mais en revanche, on voit que ces acteurs-là choisissent Broadcom et Marvell comme des alternatives à NVIDIA. Et donc, notamment pour certaines, encore une fois, quelques workloads très spécifiques, c'est beaucoup plus je dirais, efficient pour eux en termes de coût et de puissance de calcul d'utiliser ce type de solution-là. Donc là, typiquement, voilà, un segment alternatif à NVIDIA sur lequel on pense qu'il y a un potentiel de hausse important. Donc un troisième M. Et pour Karen? Alors bon, déjà, la première observation, c'est que c'est très bien qu'on ait un peu d'inflation sur le nombre de valeurs qui tirent la cote, parce que ça nous aide au quotidien, parce que c'est vrai qu'un marché trop concentré apporte des risques et c'est compliqué d'être uniquement exposé à ce type de valeurs-là. Au-delà effectivement de ces acteurs que Guillaume a mentionnés, je mentionnerai peut-être les acteurs des bases de données qui sont évidemment très importantes en termes de qualité et de gestion de ces bases de données qui permettent le développement de ces algorithmes et qui les rendent de plus en plus capables et de plus en plus pertinents. Un acteur comme Snowflake, par exemple, c'est une société qu'on aime beaucoup. Dans la cybersécurité, malgré un petit peu les déboires que la société a pu connaître cet été, un acteur comme CrowdStrike a une technologie véritablement intéressante et mieux disante que la plupart des concurrents. Donc c'est aussi un acteur qu'on aime beaucoup. Et puis dans le domaine de la conception des puces, par exemple, qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on arrive sur des nœuds de plus en plus petits. On est sur du 2 nanomètres aujourd'hui, avec des milliards de transistors. La dernière puce de NVIDIA, c'est plus de 2 milliards de transistors sur la puce. Donc autant dire que c'est très compliqué à concevoir. Et il y a des acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine pour automatiser ces processus. Je pense à Synopsys, je pense à des gens comme Cadence, qui sont des acteurs vraiment qui ont un duopole dans ce domaine-là et qui offrent finalement des trajectoires de croissance et de profitabilité et des barrières à l'entrée qui sont assez uniques. On t'entend pas, Pascal, il faut que tu mettes ton micro. Par contre, on arrive à lire sur tes lèvres. Ouais. C'était juste de simples remerciements à vous toutes et tous pour ce magnifique débat. Moi, j'ai tout compris, donc ça veut dire que c'était plus que clair. Merci à vous. Armelle, un petit mot de la fin et puis on va pouvoir clôturer parce qu'on a dépassé un petit peu. Non, mais le petit mot de la fin, je l'ai fait en anticipé, en remerciant nos charmants gérants et en considérant effectivement pour moi que l'intelligence artificielle, oui, classe d'actifs à part entière et oui, de la même façon qu'une allocation dans le cadre d'une allocation sectorielle ou en marge d'un investissement core, pour moi, c'est une classe qui a toute sa place. Merci. Voilà. Allez, à Merci bientôt. Armelle, merci Pascal. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.